Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la présente capsule, je vous présente une controverse qu'on retrouve autour du deuxième principe de justice de la théorie de la justice de John Rawls. Pour rappel, quel est le deuxième principe de justice de Rawls? Bien, le deuxième principe de justice de Rawls cherchait à répondre à la question: est-ce que les inégalités économiques et sociales sont acceptables? Et si oui, à quelles raisons ou à quelles conditions? Le deuxième principe que Rawls formule stipule que les inégalités économiques et sociales sont acceptables. Donc, c'est acceptable qu'il y ait des salaires plus élevés, c'est acceptable que tout le monde n'ait pas le même revenu, etc. Donc, le deuxième principe de Rawls stipule que les inégalités économiques et sociales sont acceptables, mais si et seulement si, deux conditions, ces inégalités économiques-là doivent apporter un bénéfice aux plus défavorisés. Et deuxième condition, les positions les plus avantageuses doivent être ouvertes selon un juste principe d'accessibilité, c'est-à-dire il ne faut pas réserver, par exemple, que les emplois les plus payants qu'à certaines personnes de certaines communautés culturelles, ethniques, ou etc. Il ne faut pas qu'il y ait de la discrimination basée sur le sexe, sur l'appartenance communautaire, culturelle, religieuse, etc. Donc, il est correct, finalement, qu'il y ait des emplois plus payants que d'autres, entre autres, là, pour prendre cet exemple-là, si les critères pour accéder à ces professions-là sont pertinents. Par exemple, il est pertinent d'avoir comme critère une évaluation des capacités en biologie, par exemple, pour faire des études en médecine. Mais il n'est pas pertinent de regarder si c'est un homme ou une femme, quelqu'un qui a telle ou telle conviction religieuse ou absence de conviction religieuse, ou s'il y a eu des médecins dans la famille de l'individu. Tout ça, ça ne serait pas des motifs acceptables. Mais d'évaluer les compétences, parce que la personne est correcte et a des bonnes compétences en biologie, par exemple, là, c'est acceptable pour les études en médecine. Donc, cette clause-là, que les critères doivent être pertinents, je pense qu'on voit bien. La clause, par contre, qui dit que les inégalités sociales et économiques sont acceptables si et seulement si ça apporte un bénéfice aux plus désavantagés. Là, il y a des débats. Pour comprendre la justification, je vous invite à bien écouter la précédente, pas en fait celle qui vient tout de suite avant, là, mais la capsule d'avant où j'explique la théorie de la justice de Rawls, sa démarche avec l'exercice de pensée d'une fiction, d'une position originelle avec un voile d'ignorance de notre propre identité, où j'en viens expliquer les différents principes. Je vous invite vraiment à retourner écouter cette capsule-là si vous ne l'avez pas bien à l'esprit, parce que si on n'a pas bien à l'esprit la justification du principe de justice de Rawls, on va entrer dans des caricatures ou des déformations ou des contre-arguments qui vont juste passer à côté, qui ne seront pas fondés. Donc, retournez voir cette capsule-là si vous ne l'avez pas bien à l'esprit. Mais qu'est-ce que ça dit, ce principe-là? Pour Rawls, ça dit qu'il doit y avoir une certaine redistribution de la richesse via les impôts. Donc, ce n'est pas du tout l'idée que tous devraient avoir un même salaire. C'est pas du tout une position socialiste ou c'est pas proche du communisme non plus. C'est vraiment pas ça. L'idée de Rawls, c'est qu'il est acceptable qu'il y ait des différences de revenus. C'est acceptable même qu'il y ait des inégalités sociales et économiques. Donc, c'est pas du tout l'idée que les salaires soient égaux. Mais pourquoi il doit y avoir un mécanisme de redistribution qui avantage les plus défavorisés par les impôts? C'est pour faire contrepoids à tout ce qui relève, dans le fond, de la loterie de la naissance. Tout ce qui peut engendrer des inégalités, des différenciations, qui sont parfois avantageuses, parfois désavantageuses, mais qui ne sont pas liées à notre mérite, qui ne sont pas de notre responsabilité ni de notre faute. Donc là,
dans la démarche de Rawls, il faisait toute l'évaluation, le calcul, que si on ne sait pas qui on va être, on voudrait que nos efforts, notre travail, nos initiatives, notre persévérance, notre créativité, etc., 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 que ça soit reconnu et qu'on puisse même en tirer des plus grands bénéfices, y compris des bénéfices économiques, financiers, etc. Donc, ça, Rawls l'admet, il considère même dans son raisonnement qu'on voudrait que ça soit reconnu. Mais il soulève aussi l'idée qu'il y a plein d'éléments liés au hasard, ou en tout cas au contexte qui fait qu'on est qui on est, qui vont nous avantager ou nous désavantager. Le simple lieu de la naissance apporte des avantages et des inconvénients. Le simple environnement de notre naissance, nos parents, avoir des parents riches ou pauvres, des parents qui nous valorisent, nous dévalorisent, le fait de naître dans certaines régions plutôt que d'autres, le fait de naître avec un accès facile, grand à la culture ou pas, etc., etc., l'environnement, tout ça apporte des avantages, des inconvénients. Même chose aussi au niveau physique, génétique, héréditaire, le fait d'avoir une bonne santé, mauvaise santé, le fait d'avoir des bonnes capacités intellectuelles, des maladies, etc. Donc là, je ne reprends pas tous les exemples, mais je vous renvoie encore là à la capsule où je l'explique là en détail, mais Rawls se dit, il y a des choses qui vont nous désavantager. Si on ne sait pas qui on est ou qui on va être, lorsqu'on rédige les principes de justice, on ne voudrait pas être doublement désavantagé pour des choses pour lesquelles on n'y peut rien. Donc, le principe des impôts vise à rétablir un équilibre des chances qui ne donnera pas un équilibre des résultats. Les résultats ne seront pas les mêmes. Il va y avoir des gens plus avantagés économiquement et socialement en bout de ligne. Mais le principe des impôts, c'est-à-dire au moins on va compenser un peu les inégalités de départ pour essayer de rétablir l'égalité des chances, même s'il n'y aura pas de parfaite égalité des chances. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est par exemple assurer un accès à tous aux soins de santé, qu'on naisse avec des parents riches ou pauvres, qu'on naisse avec un très bon bagage héréditaire ou pas, qu'on naisse avec une maladie chronique ou non, etc., bien, peu importe notre point de départ, on va avoir un accès aux soins de santé. Même chose, qu'on ait des parents qui puissent payer ou pas pour nous, peu importe le milieu, qu'on puisse avoir accès à l'éducation. Peu importe qu'on soit dans une région qui a une très grande densité de population ou pas, qu'on puisse avoir accès à un réseau d'infrastructures routières sans devoir nécessairement payer avec des coûts qui seraient très variables si on est plusieurs à payer dans une très grande densité de population ou si on est très peu, par exemple, si on a à parcourir des longues distances, mais en étant très peu à parcourir ces longues distances-là en Gaspésie, par exemple, par rapport au centre-ville de Montréal, où il y a beaucoup plus de gens qui passent à un même endroit, à un même moment, etc. Donc, Rawls veut dire, pour essayer d'assurer une égalité des chances, il y a tout intérêt à essayer de fournir certains services essentiels, fondamentaux, qui vont avoir un impact très grand sur nos vies et sur nos orientations de vie, comme l'accès à l'éducation, comme la possibilité de se déplacer sur le territoire avec des infrastructures routières, comme l'accès à l'eau potable avec un système public d'aqueduc, comme un accès à des milieux où il y a des conditions d'hygiène, donc un accès aussi à des systèmes d'égouts, donc non seulement l'aqueduc, l'eau potable, mais aussi le renvoi, les égouts, avoir accès aussi aux soins de santé. Mais tout ça doit se payer, doit se financer. Donc, d'où le principe des impôts, c'est que collectivement, on va donner de l'argent en gestion à l'État pour que l'État ensuite finance des services publics d'éducation, des services publics d'accès à l'eau potable, des services
public d'évacuation des eaux usées, des égouts aussi, des accès publics aux soins de santé, éducation, je l'ai nommé, je pense. Donc, ici, ça, les impôts, c'est l'application pratique du deuxième principe de Rawls. Donc, de la même façon que les chartes des droits et libertés sont l'application pratique du premier principe de Rawls, les impôts sont une application pratique du deuxième principe de Rawls. Remarquez que les impôts étaient là avant la formulation de Rawls, étaient là, en fait, liés là, grandement aux questions qui entourent le début du 20e siècle. Là. En fait, je passe très rapidement, là, il y a plein de nuances à faire, mais entre autres, avec les épidémies, ça a fait prendre conscience du besoin d'avoir un système public de santé, de s'occuper pas juste de la santé individuelle, mais de la santé publique. Donc ça c'est les épidémies, entre autres, qui ont fait prendre conscience de cette importance-là d'avoir des services publics, donc un financement aussi public. La grande crise aussi de 1929 a fait prendre conscience de l'importance de soutenir. Donc, je ne rentre pas dans tous ces détails-là parce que là, ça serait un tout autre sujet, mais il y avait des impôts habituellement pour des bonnes et des fois des mauvaises raisons, là, des raisons aussi plus discutables éthiquement, là, comme les guerres, c'est jamais souhaitable, mais ça a été des raisons historiques aussi, des fois, qui ont pu amener des prises de financement public. Donc, il y avait des impôts avant, mais Rawls, donc, va justifier une certaine utilisation des impôts. Donc, je reprends, il va se dire, bien, pour rétablir une certaine égalité des chances, qui ne sera pas une égalité des résultats, qui est acceptable, donc il y a certains qui gagnent plus, mais quel est le principe des impôts? Plus notre salaire est élevé, plus on va verser d'argent en impôts. Mais on va quand même être encore plus favorisé. C'est-à-dire que si on a un revenu, supposons, de 100 000 $ par année, on va verser plus d'argent en impôts que si on a un revenu de 23 000 $ par année. Sauf qu'en bout de ligne, même si on verse plus d'argent en impôts en ayant, supposons, un revenu de 100 000 qu'en ayant un revenu de 23 000, il en demeure pas moins qu'en bout de ligne, il nous en reste quand même beaucoup plus dans nos poches si on a un revenu de 100 000 que si on a un revenu de 23 000. Bon. Donc, on est encore plus avantagé d'être plus fortuné, d'avoir un meilleur revenu, même si on paye plus d'impôts. Sauf que si on arrive on est dans la position où on a le revenu de 23 000, on est aussi quand même moins désavantagé si on peut accéder aux soins de santé pour un accouchement, pour le traitement d'une maladie chronique, pour un cancer, toutes les raisons de santé qu'il nécessite. Si on n'a pas à payer des milliers de dollars à chaque fois, même chose, on est plus avantagé quand même, ou moins désavantagé, si on est dans la position qu'on a le 23 000 de revenus annuels, si on peut quand même faire éduquer nos enfants, si nos enfants peuvent accéder au cégep, puis à l'université, s'ils le désirent, il n'y a pas d'obligation, mais s'ils le désirent, même si, comme parent, avec un revenu de 23 000 $, on ne pourrait pas payer les coûts réels nécessairement de tout ce que ça engendre. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas 12 000 par session, par étudiant qui sont à payer? Parce qu'il y a une grande partie de cet argent-là qui est payé par les fonds publics. Mais d'où viennent les fonds publics? Bien, ils viennent des impôts. Donc, vous voyez, ça, c'est le mécanisme de Rawls. Et sa justification, là, c'est toute la nuance entre la responsabilité, le mérite, les efforts, la créativité, l'esprit d'initiative, tous les éléments qui justifient pour Rawls une reconnaissance qu'il puisse y avoir inégalité, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des fois des revenus plus élevés, etc., mais aussi, de l'autre côté, tout ce qui n'est pas mérité, tout ce qui n'est pas de notre faute, ni de notre responsabilité, ni de notre propre initiative et qui est lié à l'ensemble d'éléments
de notre naissance, à la fois éléments biologiques, génétiques, héréditaires, mais aussi éléments environnementaux, le lieu de la naissance, les parents, l'entourage, le milieu géographique, économique, même historique, le contexte, etc. Donc, encore là, je vous réfère à l'autre capsule pour la justification de Rawls. Ce principe-là des impôts, qui est défendu avec, encore là, je vous renvoie à l'autre capsule, qui est défendu par l'approche de Rawls où on se place dans l'exercice de pensée, la fiction de la position originelle, avec un voile d'ignorance sur notre propre identité. Ce principe-là est contesté par un groupe de gens qu'on appelle les libertariens. Les libertariens, donc qui n'est pas l'équivalent des libéraux, là, c'est deux choses complètement différentes. Les libertariens, qui sont très présents aux États-Unis, entre autres, là où Rawls a développé ses idées. Là. Rawls il est décédé en 2002, mais il était professeur à l'université Harvard aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a aussi de très présents, il y en a partout, il y en a au Québec aussi, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, il y en a partout, mais aux États-Unis, ils sont particulièrement actifs. Il y a des individus qui se réclament d'une position philosophique et politique qu'on appelle les libertariens. Pour les libertariens, l'impôt, c'est un vol organisé par l'État. Donc, évidemment, les libertariens considèrent que le deuxième principe de justice de Rawls est en réalité injuste, parce que le deuxième principe de justice de Rawls, concrètement, il implique la présence d'impôts. Et pour les libertariens, les impôts, c'est un vol organisé par l'État. Donc, c'est quelque chose de moralement injuste, foncièrement injuste. Je donne le principal argument des libertariens et ensuite on regardera la réponse de Rawls et des partisans de Rawls face à ce débat-là. Le principal argument des libertariens consiste à dire que les impôts ne reconnaissent pas suffisamment le travail et les efforts. Ils vont dire, oui, mais au final, plus qu'un individu travaille, a un salaire élevé, plus qu'il doit verser d'argent dans les impôts, et finalement, pour les libertariens, ce serait comme une espèce de découragement à l'effort ou à la créativité ou à l'esprit d'initiative qui viendrait enlever aux plus vaillants ou aux plus travaillants. Pour défendre cette position-là ou cet argument-là, les libertariens vont parfois utiliser un exercice de pensée, eux aussi. Ils vont dire de la même façon que Rawls utilise son exercice de pensée de la position originelle. Ils vont dire, on va utiliser un exercice de pensée. Donc, l'exercice de pensée a certaines variantes. Je vous en présente une des variantes. Là, on peut la faire varier, mais ils vont dire, imaginons deux individus parfaitement identiques. Donc ça, c'est l'exercice des libertariens qui sont opposés à la position de Rawls. Donc, ils vont dire, imaginons deux individus parfaitement identiques d'un point de vue génétique, d'un point de vue héréditaire, de leurs prédispositions, mais aussi dans leurs choix, leurs goûts, leurs intérêts. Et ils vont dire, supposons que ces deux individus-là sont propriétaires d'une ferme. Et les deux individus ont une exploitation de la terre, ont des terrains de même dimension. Donc, vont vouloir les placer de façon vraiment égale. Ils vont dire, bon, ben, les deux individus ont le même travail, les deux individus ont une même position, ils sont propriétaires de leur ferme, cultivent la terre, ils vont dire, ils ont le même nombre d'hectares de terre. Et ils vont cultiver les mêmes produits. Et ils vont avoir le même type de production. Supposons que leurs terrains sont côte à côte, ou en tout cas proches l'un de l'autre. Donc, ils ont des mêmes conditions climatiques aussi. Donc, il n'y a pas un des deux qui est plus avantagé que l'autre au niveau même des conditions climatiques. Donc, ils vont dire, supposons que tout
est parfaitement identique. Leur métier, leur état, il n'y en a pas un qui est employé, l'autre est propriétaire, même leur environnement géographique et climatique. Ils vont dire, donc, supposons que ces deux individus-là, qui positionnent autant, donc, en termes d'environnement, ils vont dire, supposons que c'est deux jumeaux, ils ont eu les mêmes parents aussi, même historique familial, même type d'éducation, etc. Ils vont dire, ils sont parfaitement identiques, ont aussi, en bout de ligne, des revenus parfaitement identiques, parce qu'ils ont tous mis égal par ailleurs. Donc, ils vont dire, poursuivons l'exercice de pensée, supposons que ces deux individus-là, parfaitement identiques, sont des frères jumeaux. Supposons, leurs parents décèdent. Leur terrain était à proximité, c'est pour ça que même les conditions climatiques étaient les mêmes. Entre les deux, il y avait tout simplement le terrain de leurs parents. Leurs parents décèdent, leur lèguent le terrain, qui est situé entre leurs deux, à part égale. Donc, ils veulent préserver les conditions identiques. Ils séparent le terrain en deux, et ils vont dire, supposons qu'un des deux, supposons que le terrain n'est pas suffisant qu'ils ont reçu là, pour les parents pour juste agrandir l'étendue de la terre agricole exploitable. On va dire, bon bien, supposons qu'un des deux décide de se construire un terrain de tennis. Supposons qu'il aime beaucoup le tennis, mais en même temps, étant donné son travail à la ferme, qui est très exigeant, n'a pas nécessairement le temps d'aller se rendre dans un terrain public pour jouer au tennis, il décide de se construire son terrain privé de tennis et pour toutes les fois où il va se pratiquer seul, il y a sa machine qui lance les balles, etc. Il s'organise tout son truc, l'éclairage, il s'organise pour vraiment être bien, vraiment très bon avec le sol, bien, avec les bons matériaux, bon éclairage, les machines lance-balles, etc., mur, etc. Donc, va dire, se fait son terrain et les fins de semaine, ou en tout cas lorsqu'il y a des congés, ben, peut en profiter. L'autre frère jumeau identique prend la même dimension de terrain qu'il a reçu aussi en héritage, mais décide, à la place de se construire une petite serre où il va cultiver des fleurs. Et donc, va cultiver différentes fleurs, va dire, bon, ben, moi, ça me plaît. Pour moi, c'est une détente. C'est pas comme lorsque je cultive la terre. Ça me change les idées et j'aime ça. Donc, lui aussi, construit toute l'infrastructure pour avoir une bonne serre avec la bonne orientation par rapport au soleil, pour avoir le bon éclairage, les nuits d'hiver où l'éclairage est moins long, quand c'est plus sombre, bon chauffage, etc. Donc, les libertariens vont dire, supposons qu'on se retrouve 10 ans après ces événements-là. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des revenus des deux individus? Bien, 10 ans plus tard, celui qui a décidé d'avoir un terrain de tennis n'aura pas augmenté ses revenus. Ses revenus tirés de l'agriculture vont être demeurés stables. Supposons ou juste avec l'inflation. Supposons, bon, ses revenus sont les mêmes, parce que la même exploitation agricole. Par contre, il va avoir augmenté ses dépenses. Mais il va dire, lui, il va avoir aussi des versements en impôts stables. Ses revenus sont restés stables. L'argent qu'il verse en impôts va être aussi stable, proportionnel à ses revenus. Ça va être la même chose. Par contre, l'autre qui a décidé de se construire la serre pour cultiver des fleurs, mais il va dire 10 ans plus tard, supposons qu'il a décidé d'en faire un commerce aussi en surplus. Il cultive plein de fleurs, il aime ça, mais il en fait aussi le commerce en parallèle. Donc, il va en vendre plus lors de certaines fêtes. Bien, il va dire, finalement, son loisir ici de cultiver des fleurs a aussi augmenté son revenu et travaille davantage parce qu'il y a aussi un aspect de travail, il doit commercialiser les fleurs, mais il va dire, 10 ans plus tard, il y a le revenu de la terre qui est resté stable, le même, donc ça, les deux sont encore égaux, mais au revenu qui vient de la terre, s'ajoute le revenu pour l'exploitation des fleurs, la culture des fleurs. Il a donc augmenté un revenu, son revenu.
il y a aussi une augmentation, par conséquent, des impôts, puisque les impôts sont proportionnels aux revenus. En augmentant son revenu, il augmente aussi la somme qu'il verse en impôts. Et là, l'argument des libertariens, c'est qu'ils vont dire, voilà, avec une même égalité des chances, parce qu'ils vont dire les deux sont égaux par ailleurs. Il y avait le même travail, le même métier, étaient tous les deux avec le même statut propriétaire, avaient le même nombre d'hectares, avaient le même type de production agricole, avaient les mêmes parents, le même type d'éducation, le même faveur de l'environnement, de la température, du climat. Ils vont dire, l'égalité des chances, elle était assurée, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Selon les libertariens, la différence ici serait une différence de choix. Ils vont dire, c'est une question de choix individuel. Il y avait une même égalité des chances, mais un a fait le choix individuel d'avoir plus de loisirs avec aussi un terrain de tennis, alors que l'autre a fait le choix individuel de travailler plus. Mais ils vont dire, quel est le résultat? Celui qui a plus de loisirs, pas parce qu'il a été défavorisé à la naissance, mais parce que c'est son choix d'avoir plus de loisirs, ne paye pas plus d'impôts. Mais celui qui a fait le choix de travailler plus augmente sa charge d'impôt. Donc, les libertariens vont dire, voilà, dans un cas comme ça, il y a quelque chose d'injuste dans les impôts parce que pour des départs égaux dans la vie, la personne qui choisit d'avoir plus de loisirs est avantagée en payant moins d'impôts, alors que la personne qui choisit de travailler plus est désavantagée en ayant payé plus d'impôts. Donc ça, c'est l'exercice de pensée qui peut prendre différentes formes. Là. Ça peut être autre chose que les terrains pour l'agriculture, mais l'idée ici des libertariens, c'est de dire, avec une même égalité des chances, un même point de départ, ce qui va être déterminant, parfois, ça va être les choix individuels et les impôts viennent pénaliser, selon les libertariens, les choix individuels qui augmentent les revenus au détriment de ceux qui ne font pas les choix individuels qui viendraient augmenter leurs sources de revenus. Donc, pour les libertariens, les impôts ici sont injustes parce que ça défavoriserait finalement de manière injuste ceux qui font le choix d'être plus productifs économiquement, alors que ceux qui finalement font juste avoir plus de loisirs ou moins d'esprit d'entrepreneuriat ou moins de créativité ou qui se contentent de tout simplement ce qu'ils ont, etc., ben, auraient comme l'avantage de payer moins, mais juste parce qu'ils, pour les libertariens, parce qu'ils ne sont pas aussi productifs. Donc, pour les libertariens, c'est quelque chose d'injuste, une situation comme ça. Je donne... Du côté des partisans du deuxième principe de justice de Rawls, on retrouve trois arguments différents. On en retrouve plus que ça en réalité, mais il y a trois principaux arguments qui sont évoqués pour défendre le maintien du deuxième principe, donc avec les impôts qui viennent favoriser des services publics, face à cette objection des libertariens. Premier type d'argument ou de considération, c'est que Rawls et les partisans de la position de Rawls vont dire, dans cet exercice de pensée-là, c'est sûr que si on le regarde rapidement, l'exercice, on a l'impression que les libertariens marquent un point, parce qu'on se dit, eh bien oui, finalement, l'effort n'est pas récompensé. Celui qui décide de travailler plus n'est pas récompensé, il doit en payer encore plus d'impôts, alors que celui qui décide d'avoir plus de vacances, plus de congés, plus de facilités, c'est lui qui est récompensé en payant moins d'impôts. Donc, ici, les partisans de Rawls vont dire, oui, quand on regarde ça très vite, à première vue, il semble que l'effort n'est pas récompensé. Il semble que, finalement,
il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, pour le dire comme ça. Mais ils vont dire, quand on le regarde attentivement, il y a quelque chose de biaisé dans cet exercice-là. Parce que l'exercice présuppose que les deux sont parfaitement égales. Et que donc, la seule différence serait une différence de choix individuel. Ça serait par choix que certains se hissent dans des positions plus hautes économiquement et socialement, et ça serait par choix ou non-choix que certains restent à des positions inférieures socialement et économiquement. Par contre, Rawls et les partisans de cette position-là vont dire « Ouais, mais est-ce que réellement les deux individus étaient si égaux que ça? » Dans le raisonnement, dans l'exercice de pensée, les libertariens vont dire, bon, supposons les deux sont parfaitement identiques dans leur éducation, dans leur environnement, dans leur génétique. Dans le fond, toutes les inégalités non méritées que les impôts viennent corriger en rétablissant une égalité des chances, les libertariens vont dire, pour l'exercice, on présuppose que tout ça est égal. Mais là, les partisans de l'approche de Rawls vont dire, si réellement ces deux individus-là étaient identiques en tout point, les deux auraient fait le même choix. C'est-à-dire que si les deux personnes étaient parfaitement identiques, les deux personnes auraient eu les mêmes goûts, les mêmes préférences, les mêmes aspirations, etc. Tout ce qui peut motiver, consciemment ou inconsciemment, un choix serait exactement la même chose des deux côtés si les deux étaient identiques. Donc, les deux auraient dû faire le choix d'avoir la serre, cultiver les fleurs et les vendre, ou les deux auraient dû faire le choix d'avoir le terrain de tennis. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un des deux qui a préféré le terrain de tennis alors que l'autre a préféré cultiver des fleurs, les vendre, etc.? Bon, il y a peut-être là-dedans des éléments qui viennent de leur éducation, il y a peut-être là-dedans des éléments qui viennent des amis avec qui ils sont en couple, en relation. Il y a peut-être là-dedans des influences aussi des professeurs qui ont eu. Il y a peut-être là-dedans des simples questions génétiques. Donc, il y a peut-être plein de facteurs. Et c'est peut-être pas juste un facteur, c'est peut-être multifactoriel. C'est peut-être le mélange de plein de facteurs. Mais les partisans de Rawls, leur point, ils vont dire, ici, là, c'est pas de savoir est-ce que c'est surtout éducatif, génétique. Ils vont juste dire, on n'a pas besoin de décortiquer tout ça. On peut juste reconnaître qu'en principe, à situation parfaitement identique, il y aurait un choix parfaitement identique. Donc, s'il y a, même de manière infime, une variation de choix, c'est qu'il y a, même de manière infime, une différenciation au niveau de ce qui motive les choix. Donc là, les partisans de Rawls vont dire, lorsque les libertariens, avec leur exercice de pensée, veulent insinuer qu'il peut y avoir une parfaite égalité des chances sans qu'il y ait d'influence sur les choix, ils vont dire c'est faux. Il y a au moins une variation quelque part dans la loterie de la naissance, dans ce qui a été donné dans le développement de soi qui entre en ligne de compte dans les choix. Donc ça, c'est le premier type d'argument qui est peut-être plus au niveau de la conception large de l'être humain, de son rapport à la société, à l'environnement, à la génétique, à la biologie. C'est vraiment le type de considération, d'argument le plus large, là. Mais c'est qu'ils vont remettre en question l'exercice de pensée des libertariens. C'est qu'ils vont dire, il y a quelque chose de finalement tordu dans l'exercice de pensée des libertariens, c'est qu'ils nous portent à croire que c'est qu'une différence de choix qui fait qu'un paye plus d'impôts puis l'autre moins puis qu'il y aurait injustice, mais ils vont dire ça masque que finalement le point de départ, ça marchait pas. Il ne pouvait pas être identique parce que sinon il aurait été, à la limite, il aurait été marié à la même personne puis il aurait, tu sais, il aurait fait les mêmes choix surtout. Donc, ça c'est la première type de considération. Mais ils vont dire, donc ça veut dire que même quand on pense que quelqu'un est plus créatif, plus travaillant, vont dire,
ça aussi, ça dépend de facteurs qui sont ultimement liés à la naissance. Et dans la naissance, là, on peut inclure les aspects physiques, biologiques, génétiques, mais on peut inclure les aspects sociaux, environnementaux, l'éducation, les parents, etc. Deuxième type d'argument, ou deuxième type de considération, c'est qu'ils vont dire, ben, d'un point de vue pratique, cette fois-là, ils vont dire, si on cède aux libertariens, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, le principe des libertariens, c'est de diminuer le plus possible les impôts pour qu'il y en ait le moins possible, que ce soit vraiment que la base qui soit assurée, mais vraiment restreindre, écraser les impôts au strict minimum, puisque les impôts pour les libertariens, c'est du vol, et selon l'exercice de pensée des libertariens, les impôts ne reconnaissent pas suffisamment les choix individuels qui font en sorte qu'on peut être plus fortuné que d'autres. Donc, deuxième contre-argument des partisans de la théorie de la justice de race, c'est qu'ils vont dire, bien, si on cède à ça d'un point de vue pratique, la difficulté, c'est que on fait juste diminuer les impôts, mais d'un point de vue pratique, tous vont être pénalisés, que ce soit par choix de travailler moins ou que ça soit par la naissance qui rend l'individu moins apte à travailler. Et ils vont dire, là, si on était dans la position originelle avec le voile d'ignorance, on ne voudrait pas que notre accès, par exemple, au cégep soit restreint parce qu'on se dit, on a tellement réduit les impôts que maintenant, il faut payer 10 000 $ de frais de scolarité par session. Eh bien là, si on n'a pas des parents en mesure de payer 10 000 $ par session au cégep, ce qui fait 20 000 par année, parce qu'on a tellement diminué les impôts que sur le 12 000 en coût de réel, les impôts réussissent à fournir juste 2 000 par session par étudiant, puis que l'étudiant par session doit payer l'autre 10 000. Et là, on se dirait, oui, mais il y a plein de risques qu'on se retrouve avec des parents qui ne peuvent pas payer puis qu'on ne pourra pas accéder, par exemple, à la technique qui se donne au cégep, qui correspondrait à nos goûts, nos intérêts, nos aptitudes, juste parce que le contexte de notre naissance fait qu'on ne peut pas payer, alors qu'on pourrait être tout à fait compétent. Donc là, un partisan de race va dire, ben, on aimerait mieux qu'il reste assez d'impôts pour payer les frais de scolarité, pour pouvoir accéder au cégep, accéder à la technique ou au programme technique ou au programme préuniversitaire qui nous correspond, même si nos parents ne peuvent pas payer. Même chose si on a une maladie héréditaire. Là aussi, les partisans de race vont dire, ben, finalement, jusqu'où empiète l'hérédité, l'éducation, l'éducation parentale, l'éducation scolaire, l'éducation académique, l'entourage, le milieu de vie, la région dans laquelle on est qui nous façonne jusqu'à un certain point, les amitiés, etc. Les partisans de race vont dire jusqu'où tous les éléments de notre naissance et de notre parcours de vie, lorsqu'on grandit et qu'on est façonné en tant qu'individu, jusqu'où on peut tracer la limite entre ces influences-là et les choix qu'on fait. On va dire que c'est jamais une limite là, à trancher au couteau. Et de manière pratique, le problème, c'est que dans les impôts, on peut pas payer des fonctionnaires. Donc, en prenant de l'argent des impôts pour payer des fonctionnaires, pour aller faire du porte-à-porte, pour essayer de voir, toi, quand tu veux pas faire plus d'heures, est-ce que c'est vraiment ta génétique, ton éducation, ce qui n'est pas de ta faute, ou c'est un choix absolu qui là serait de ta faute? Donc là aussi, les partisans de race vont dire d'un point de vue pratique, la proposition des libertariens, le problème, c'est que c'est une espèce de tout ou rien. Quand on diminue les impôts, par exemple, pour favoriser les choix individuels, le problème, c'est qu'on diminue les impôts, puis on a donc moins de revenus pour assurer l'égalité des chances, y compris pour
les parents moins fortunés pour payer nos études, y compris pour les parents moins fortunés pour payer des soins de santé ou pour notre salaire de nous-mêmes pour nos enfants ou pour nous quand on est sur le marché du travail, etc. Donc, là, les partisans de Rawls, c'est la deuxième considération ou le deuxième argument, c'est qu'ils vont dire, de manière pratique, on ne peut pas réellement évaluer qu'est-ce qui est un choix vraiment si libre que ça, puis qu'est-ce qui est un choix finalement lié à notre contexte de naissance et de façonnement de notre identité, incluant là, tout ce qui est physique, génétique, héréditaire, environnemental, social, culturel, parental, etc. Quand on met tous ces facteurs-là ensemble, les partisans du deuxième principe vont dire, quand on met tous ces facteurs-là ensemble, ça serait assez prétentieux et arrogant de prétendre pouvoir ensuite vraiment là, comme au scalpel, trancher qu'est-ce qui est réellement un choix libre, sans influence, puis qui peut être teinté, imprégné de ces influences-là. Alors que si on diminue les impôts, c'est sur formulaire, on diminue les impôts, peu importe que notre revenu soit supérieur ou inférieur, par choix, par non-choix, par influence, il n'y a plus ces nuances-là, là, c'est tel pourcentage à payer ou à ne pas payer. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Premier type de considération. Il n'y a pas de choix si libre, si réellement indistinct que ça. Mais en bout de ligne, de toute façon, si on gagne plus, on est quand même favorisé de gagner plus, même si on paye plus d'impôts. Deuxième type de considération, c'est qu'ils vont dire, de toute façon, d'un point de vue pratique, de manière pratique, on ne peut pas aller identifier qui gagnerait plus par choix si libre, détaché que ça, puis qui travaillerait plus simplement parce qu'il y a tout ce qui influence son choix. Tu sais, si on est davantage axé sur le travail, si on trouve davantage de satisfaction dans notre travail, dans la créativité, et que ça fait en sorte qu'on a un revenu plus élevé, est-ce que c'est un choix si libre que ça? Si on est lâche paresseux, est-ce que c'est un choix si libre que ça? Tu sais, dans l'absolu, si on était comme un monsieur patate, là, puis on peut y mettre son nez, ses oreilles, sa bouche, si on était comme un monsieur patate, puis qu'on se configurait nous-mêmes, est-ce que tant de gens qui se diraient, moi, ce que je veux comme attribut, c'est être lâche, paresseux, handicapé mentalement, avec une maladie chronique, et non. Est-ce que la majorité d'entre nous dirait, ben moi, je voudrais des bonnes capacités intellectuelles, je veux des bonnes capacités physiques, je veux un bon bagage héréditaire, je veux une bonne santé, etc. Mais tout ça influence aussi les choix, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, le revenu, etc. Donc là aussi, de façon pratique, dans nos choix, les partisans de Rawls vont dire, c'est faux de dire que les choix ne sont pas récompensés. Les choix et le travail fait quand même en sorte que les revenus peuvent être plus grands, même s'il y a plus d'impôts. Mais au moins, ça fait en sorte que si on est dans des positions où finalement on est entraîné vers des choix plus défavorables, on n'est pas doublement défavorisé par tout le bagage qui nous a amené, par exemple, à faire des mauvais choix de vie. Donc, même les partisans de Rawls vont dire, même dans les mauvais choix de vie, qui réellement le fait de façon claire, consciente, qui se dit, je vais faire ce choix-là parce que ça va me mettre dans le trouble. Moi, ça me tente d'être vraiment dans le trouble pour les 10 prochaines années de ma vie, d'être endetté, d'être dans la misère sociale. Je vais faire ce choix-là en toute connaissance de cause. Ils vont dire, même les mauvais choix de vie, ceux qu'on regarde là d'un point de vue extérieur, puis on dit, c'est vraiment courir après le trouble, cette affaire-là. Mais il va dire que la personne qui est dans la position pour faire ces choix-là, jusqu'à un certain point, elle ne le voit pas trop, ou elle semble ne pas trop avoir le choix. Sinon, si c'était si facile de dire « c'est un mauvais choix », elle ne le ferait pas. Donc, là aussi, ils vont dire, il y a cet élément pratique. Le troisième type de considération, c'est qu'ils vont dire, même dans ce qu'on peut faire,
il y a un horizon aussi plus large. Ce troisième type de considération-là, donc c'est habituellement pas l'argument principal mis de l'avant, là, mais je vous le mentionne parce que ça élargit aussi la réflexion, mais ils vont dire, même dans ce qu'on peut faire, il y a tellement de choses qui dépendent pas de nous que l'idée de se voir un peu comme un self-made man, là, comme il y a dans la vision des libertariens, de penser que tout qui est une question de choix, ils vont dire même ça, c'est pas très réaliste. Ils vont dire, supposons qu'on regarde, pour prendre une illustration, combien coûte la fabrication d'un grille-pain? Eh bien, si on veut chiffrer combien coûte la fabrication d'un grille-pain, le coût va dépendre de la hauteur de perspective. Si je le prends ici, maintenant, dans une perspective, là, un peu avec des œillères à courte vue, je vais calculer quoi dans mon coût de fabrication de grille-pain? Supposons que je deviens entrepreneur, puis etc. Je vais calculer le coût des matériaux et de la main-d'œuvre. Puis, après ça, le coût de la mise en marché. Bon, j'ai regardé ça. Si j'élargis, par contre, je vais devoir entrer d'autres éléments. Parce que dans mon coût des matériaux, je n'ai pas inclus le coût pour l'invention de l'électricité. Mais fort probablement que mon grille-pain implique qu'il y a déjà un réseau d'alimentation électrique qui desserve les maisons. Mais je n'ai pas inclus le coût de la construction des barrages à la Manicouagan au Québec, avec le coût pour les pylônes pour ramener toute l'électricité vers, en partant donc du nord vers une région plus au sud. Je n'ai pas inclus le coût non seulement là de fabrication de tout ça, mais aussi le coût qu'il pourrait y avoir pour tout ce qui entourait la découverte et la compréhension de l'électricité, de la façon de transporter l'électricité, toute l'ingéniosité, tout ça. Donc là, ici, regardez, juste avec une chose simple, combien coûte un grille-pain? Je peux le regarder ici maintenant. Là, je vais dire, OK, je regarde le coût de matériaux. Je peux élargir un peu ma perspective. En élargissant, là, je devrais inclure dans les coûts, finalement, ce qui est impliqué pour que mon grille-pain fonctionne. Parce que fabriquer le grille-pain, s'il ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait l'électricité pour que le grille-pain fonctionne. Donc, l'argent que je vais faire avec le grille-pain, si je deviens un entrepreneur avec l'entreprise en grille-pain, implique d'une certaine façon tout ce qui en a coûté pour qu'il y ait l'électricité de disponible. Là, les partisans de Rawls diraient, bon, ben si on prend le cas, par exemple, comme le Québec, c'est une question publique, là, c'est pas juste des intérêts privés, là. Hydro-Québec, par exemple, dans le cas du Québec, mais puis ailleurs aussi, il y a à quelque part des contributions publiques. Donc, le coût du grille-pain est influencé jusqu'à un certain point par le fait qu'il y ait eu des impôts pour financer le transport de l'électricité, pour qu'il y ait eu ce financement-là. Mais même ça, on pourrait reculer. Il a fallu qu'il y ait aussi, par exemple, tout ce qu'il y a pour, par exemple, les mines, certains minéraux qui vont pouvoir entrer dans la composante de certains éléments du grille-pain. Là aussi, il va y avoir aussi, finalement, le coût pour que je puisse pouvoir vendre et distribuer aussi le grille-pain éventuellement. C'est parce qu'il y a un réseau public de transport, des réseaux routiers, il y a le réseau ferroviaire, il y a des réseaux navals, parce qu'il y a des composantes du grille-pain qui impliquent des éléments qui sont fabriqués dans d'autres pays et même d'autres continents. Là aussi, il faut... Donc, vous voyez, combien coûte un grille-pain? Ça peut être le coût immédiat ici, mais ça peut être le coût pour avoir tous les éléments,
pour pouvoir le commercialiser, pour pouvoir l'utiliser, etc. Si on implique donc les minéraux qui entrent dans la composition de certains éléments, la fabrication de certains éléments qui sont faits ailleurs, le fait qu'il puisse y avoir de l'électricité, hydroélectricité partout, mais même aussi pour transformer, pour fabriquer certaines pièces, toute l'électronique aussi, ce que ça a impliqué comme développement, etc. Donc, ça, c'est un troisième type de considération. C'est pas l'argument principal, là, mais c'est un troisième type de considération, c'est qu'ils vont dire, quelle est la juste part? Souvent, on peut penser que la juste part, par exemple, pour l'entrepreneur, c'est simplement de bien payer, par exemple, ses employés. Mais ils vont dire, ben, la juste part, c'est probablement aussi de rendre un peu, par les impôts, dans ce cas-ci, de ce qui a été fourni comme infrastructure routière, énergétique, en électricité, hydroélectricité, les minéraux, etc. Là. Donc, ils vont dire, même dans une perspective entrepreneuriale, ce qui est possible de faire, l'est dans un contexte de possibilités, un contexte où on bénéficie grandement des avancées sociales, culturelles, économiques, énergétiques, en savoir-faire, en capacité de transformation, de potentiel humain, il y a comme tout un horizon de développement qui est là, qui permet ensuite des développements plus pointus de tel ou tel entrepreneur. Donc ça aussi, c'est le troisième type d'argument, qui n'est pas le principal, mais troisième type d'argument évoqué par les partisans de Rawls, c'est qu'ils vont dire, même pour favoriser la liberté d'entreprise et de commerce et d'entrepreneuriat, même pour ça, on est favorisé d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue créatif aussi. On est favorisé quand il y a déjà un horizon public, large, social, d'infrastructures, de réseaux, de communication aussi, pas juste les énergies, communication, d'échange, de savoir-faire. Quand il y a tout ça, ce réseau-là, et qu'on le finance publiquement, ça vient favoriser même le développement entrepreneurial, créatif, individuel, plus individuel. Donc ça, c'est le troisième type de considération aussi.